Bonjour à tous, je m'excuse un petit peu pour le retard. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais maintenant c'est réglé. Donc, si jamais vous avez quoi que ce soit, quelques problèmes que ce soit sur le son ou sur la diffusion de l'image, n'hésitez pas à communiquer directement avec l'équipe d'animateurs qui est connectée à l'espace du webinaire. Donc bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui sur le sujet de la planification de la recherche utilisateur qui s'intitule « Préparer sa recherche utilisateur pour en maximiser l'utilité ». Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marion Pérez. Je travaille depuis bientôt 4 ans chez Adviso en tant que spécialiste en expérience utilisateur avec une expertise plus particulière en recherche utilisateur. Et donc Adviso, c'est une firme, pour vous donner un petit peu de contexte, Adviso, c'est une firme de conseil en stratégie numérique. Et donc mon rôle consiste essentiellement à aider nos divers clients à collecter des informations sur les utilisateurs, leurs objectifs, leurs attentes, leurs enjeux, leur parcours, pour accompagner leurs divers projets et les aider dans leur démarche de refonte ou d'amélioration de leurs actifs et de leurs initiatives numériques. Je donne aussi une formation chez Technologia plusieurs fois par année en expérience utilisateur et en ergonomie web. L'objectif donc du webinaire d'aujourd'hui, comme son nom l'indique, c'est de vous donner vraiment quelques clés pour bien préparer un projet de recherche utilisateur et pour s'assurer d'en tirer un maximum d'informations qui va être utile. Donc on a à peu près 1 heure ensemble aujourd'hui, malgré le petit retard, mais ça se composera de 40 minutes de présentation à peu près, puis après je pourrai répondre à quelques questions, donc n'hésitez pas à rajouter vos questions sur le chat. Donc tout d'abord, un petit point sur pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de parler de préparer la recherche utilisateur plutôt que de parler par exemple de méthode, d'analyse, de processus ou de livrable de recherche utilisateur. C'est un peu parce que généralement quand on commence un projet, quel qu'il soit, le focus est beaucoup sur le résultat. On entrevoit ce qui est le plus concret, on pense au résultat, on pense au processus, on pense aux diverses contraintes de temps, entre autres, aux contraintes de ressources. Et la planification, le travail de préparation qui en amont, c'est quelque chose qui peut paraître un peu invisible, mais c'est pas quelque chose qui est superflu, bien au contraire. Et ça devrait jamais être mis de côté. C'est un travail essentiel qui, selon moi, va vraiment garantir la réussite du projet de recherche utilisateur. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'apporter un focus particulier sur ce sujet aujourd'hui dans ce webinaire. Donc pourquoi justement je disais que la planification et la préparation des projets de recherche, c'est ce qui garantirait au mieux son succès pour 3 raisons selon moi. Donc d'une part, c'est le moment où on va pouvoir clarifier les objectifs et définir une ligne directrice claire pour l'ensemble du projet de recherche. C'est une réflexion qui va servir tout au long du projet et qui va servir en fait de référence à toutes les personnes impliquées dans le projet. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment le moment où on peut impliquer en amont l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par le projet. Donc, que ce soit des personnes qui vont travailler dessus, que ce soit celles qui vont utiliser les données qui vont sortir de cette recherche utilisateur, ou même les personnes qui financent le projet, pour s'assurer que tout le monde est d'accord, tout le monde comprend bien la démarche, et éviter en fait au maximum le risque de changer de direction en cours de route ou le risque d'avoir des personnes qui ne sont pas satisfaites finalement du projet. Et puis le troisième point, c'est que finalement ce travail de planification, ce travail de préparation, ça va être l'occasion d'anticiper un maximum de choses sur le déroulement même du projet de recherche utilisateur, de tenir compte des différentes contraintes, des contraintes de temps, des contraintes de ressources, de prévoir toutes les étapes nécessaires et s'assurer de la disponibilité de toutes les personnes qui vont devoir intervenir sur le projet. Donc c'est ça, c'est vraiment, on ne peut pas tout anticiper, mais c'est vraiment anticiper le maximum de choses sur le déroulement une fois qu'on a bien établi nos plans, nos objectifs, etc. Donc cette étape de planification, c'est vraiment quelque chose que je considérerais comme le moment, c'est le moment où tout le monde peut se permettre de prendre du recul, de voir le projet de recherche utilisateur dans son contexte,
s'inscrit généralement dans un projet de plus grande envergure. Il y a un objectif précis, un autre projet à faire avancer. Donc, c'est le moment où on peut prendre du recul dessus, se poser les questions et être bien clair sur sa raison d'être, sur ce qu'on veut tirer de ce projet de recherche. Parce qu'une fois la tête dans la réalisation du projet, dans la recherche, dans le fait de parler aux utilisateurs, on n'aura pas forcément cette opportunité de reprendre du recul et de dire où est-ce que je vais. C'est une question qu'il vaut mieux se poser en amont. Donc non seulement c'est pas superflu de planifier son projet de recherche, mais c'est surtout vraiment une des choses qui va garantir que vous allez aller dans la bonne direction, que c'est un projet qui est réalisable et que c'est un projet que tout le monde soutient. Donc en bref, c'est vraiment un moyen efficace, je dirais, de limiter les mauvaises surprises. Donc maintenant qu'on est d'accord pour dire qu'il faut planifier sa recherche, il faut s'y mettre à cette planification. Et là, le réflexe, et puis moi la première vraiment, c'est d'être tellement content enfin de pouvoir parler aux utilisateurs. On sait que qu'en leur parlant, on va avoir des informations utiles, on a envie de se mettre à leur place. On est tellement content et tellement enthousiaste qu'on commence tout de suite à penser aux méthodes de recherche qu'on va utiliser. On envisage de faire des focus groups, on envisage de faire des sondages, on pourrait faire des tests utilisateurs, des entrevues. Je vous dis ça, je vous dis que je suis la première concernée, hein, c'est vraiment le cas. C'est bien d'être enthousiaste à cette idée-là. Il y a vraiment rien de mal à être passionné par son travail, de parler aux utilisateurs. Mais vraiment, si j'insiste sur ce travail de préparation et sur le fait qu'il ne faut pas partir avec une méthode en tête, c'est parce qu'encore une fois, on prend le risque d'aller un peu vite et de sauter directement vers la solution sans avoir formulé clairement quel était le problème ou la question à résoudre en amont. Donc, je prends un exemple, mais si je dis que je veux comprendre mes utilisateurs, donc je vais faire des entrevues, au premier abord, ça a du sens. Faire des entrevues, ça permet de leur parler, ça permet d'avoir des informations sur eux, sur leur contexte, sur leurs besoins. Donc, a priori, j'ai peu de chances d'apprendre des choses qui ne sont pas pertinentes. Mais quelque part, je prends un autre exemple qui est vraiment différent, mais c'est un peu comme si je disais, je vais faire attention à ce que je mange, donc je vais me faire une salade. Ça peut sembler avoir aucun rapport, mais en réalité, dans ce contexte-là, si par exemple, je veux faire attention à ce que je mange en réalité parce que je veux préparer un semi-marathon, peut-être que la salade, ça va être un peu léger finalement, même si au premier abord, c'est sain, et puis faire attention à ce que je mange, manger une salade, pourquoi pas. Mais on a de fortes chances de me retrouver inanimée sur la piste de course, et c'est pas ce que je voulais. Donc là, de la même manière, si je veux connaître mes utilisateurs, il faut que je sache pourquoi. Et donc si je décide qu'en fait, je veux connaître mes utilisateurs parce que j'ai décidé qu'on avait besoin d'améliorer une fonctionnalité spécifique en place dans le produit sur lequel je travaille. Peut-être que des entrevues seront moins efficaces à ce moment-là. Peut-être que des tests d'utilisabilité scénarisés autour de cette fonctionnalité vont m'apporter plus d'informations. Il y a plus de choses que je pourrais réutiliser en fonction de l'objectif que j'avais prévu au départ. Et puis la réalité aussi, c'est que chaque méthode de recherche utilisateur a ses avantages et a ses limites. Que ce soit la nature des données qui sont obtenues, que ce soit le temps que ça va prendre, les compétences, les ressources que ça nécessite, les outils, sont vraiment des choses qui varient d'une méthode à l'autre. Donc c'est important quand même de se remettre aussi en contexte et de voir ce qui va être réalisable. Donc au final, la technique de recherche que vous allez utiliser, c'est quelque chose qui va dépendre directement à la fois de votre objectif, de l'objectif du projet de recherche, et puis du contexte dans lequel vous travaillez. Donc c'est ça qu'il faut commencer par clarifier, finalement. Ce qui m'amène donc à cette liste de 5 composantes que je considère comme essentielles dans la réalisation d'un bon plan de recherche. C'est quelque chose que j'essaie de définir systématiquement quand je prépare un projet de recherche utilisateur. Ils sont dans l'ordre parce que ce sont 5 éléments qui découlent les uns des autres directement. Il y a peut-être le point 3, le point 4 qui sont plus des choses à prévoir en parallèle, mais de manière générale, chacune des étapes de cette planification va alimenter la suivante. Donc, en résumé, puis on va passer justement à travers chacun de ces points-là. On a les objectifs, le bénéfice attendu de la recherche et le contexte qui vont servir à rappeler quelle était la raison d'être au départ de ce projet de recherche et de prendre justement ce recul nécessaire dont je parlais tout à l'heure et dont on a besoin.
Un petit peu d'eau. À partir de ces objectifs, puis justement de ce contexte, on va pouvoir définir des questions de recherche qui sont plus précises et qui vont guider la recherche utilisateur et les réponses qu'on va en attendre. On va aussi pouvoir, une fois qu'on a ces questions-là, définir qui va y répondre. Donc là, je vais définir les utilisateurs qui sont les mieux placés pour répondre à mes questions de recherche. Et en parallèle, quelle va être la meilleure méthode pour aller chercher cette information auprès des utilisateurs et aller leur parler. Et enfin, la dernière chose qu'on prévoit, une fois que ce plan est bien établi, c'est comment va se dérouler ce projet de recherche, les différentes étapes qui vont le composer, les ressources à mettre en place, avant de valider l'ensemble avec donc, les parties prenantes dont je parlais un peu plus tôt, valider l'ensemble de la démarche, s'assurer d'anticiper le maximum de choses et que tout le monde est d'accord avec le plan. Donc, le premier point, comme je disais, c'est les objectifs, le bénéfice attendu et le contexte, donc la raison d'être du projet de recherche utilisateur. La toute première chose à définir, c'est cette raison d'être et puis le contexte dans lequel ce projet de recherche va être réalisé. C'est ce qui va permettre à la fois de garder le cap tout au long du projet de recherche et puis aussi de rester réaliste dans ce que vous planifiez de faire. Donc, la raison d'être d'un projet de recherche, c'est à la fois l'intention qui a motivé le fait de vouloir parler aux utilisateurs. Donc, c'est vraiment se demander à quel moment on a décidé qu'on allait faire de la recherche utilisateur, pourquoi on a décidé qu'on avait besoin de ça, c'était quoi la question finalement qui a mené vers ce projet de recherche. Et puis se demander, en fonction de ça, quels bénéfices on compte retirer de ce projet de recherche utilisateur pour débloquer un projet, pour le faire avancer dans les meilleures conditions. Donc définir l'objectif, c'est se rappeler pourquoi. Se rappeler cette intention, pourquoi on a décidé de faire de la recherche au départ, pourquoi on a décidé qu'il fallait un input de l'information de la part des utilisateurs pour avancer. Ça peut être pour guider la conception d'un produit, ça peut être pour améliorer ce produit ou ça peut être pour résoudre un problème précis qui a déjà été identifié. Je prends un exemple, si je travaille sur un produit qui est par exemple une application d'apprentissage des langues étrangères, je voudrais rendre ce processus d'apprentissage le plus facile possible pour mes utilisateurs, que ça s'inscrive bien dans leur vie de tous les jours. C'est comme ça que mon produit est positionné. Donc, j'ai vraiment un accent à mettre sur la facilité. Puis là, je décide que j'ai besoin de parler à mes utilisateurs pour m'inscrire le mieux possible justement dans leur contexte d'utilisation. Donc, le bénéfice attendu du projet de recherche utilisateur, ou ce qu'on appelle aussi l'outcome, c'est en quoi, justement, c'est ce qu'on pourrait, c'est identifier plus précisément ce en quoi mieux connaître mes utilisateurs va me permettre d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire en quoi ça va me permettre de rendre le processus d'apprentissage de mon application plus facile. Donc, par exemple, si je garde cet exemple-là en tête, je peux décider que j'ai besoin d'interroger mes utilisateurs parce que je voudrais identifier quelles sont chez eux les capacités et le niveau d'attention que mes utilisateurs cibles sont capables de fournir à différents moments de la journée pour faire en sorte que mon application d'apprentissage s'aligne au maximum avec ce niveau d'attention-là et propose des exercices adaptés justement à ces différentes capacités, ces différents niveaux d'attention. Donc ça, c'est pour le contexte et puis le bénéfice attendu de ma recherche. Pas le contexte, pardon, l'objectif et le bénéfice attendu de ma recherche. Puis après, on se repose la question du contexte. Le contexte, c'est à la fois l'ensemble des contraintes dans lesquelles s'inscrit mon projet de recherche, les contraintes que vous allez avoir en termes de temps, en termes de ressources, les compétences que vous avez en main. Mais c'est aussi se poser la question et de savoir si vous avez déjà des informations en main qui vous apportent une partie de la réponse. Donc j'ai peut-être déjà une partie de mes réponses dans mes données analytics, par exemple. Ça peut être à partir des retours de mes utilisateurs qui proviennent du service à la clientèle. Ça peut être des précédentes études qui ont été menées. Ça peut être des données secondaires qui ont été faites par des intervenants tiers sur cette industrie-là. Donc ça, c'est vraiment le contexte, savoir dans quoi ça s'inscrit. Et donc, c'est bien
c'est bien important au final, pour conclure un peu sur ce point-là, de bien différencier le bénéfice que je veux tirer de la recherche utilisateur de mon résultat. Identifier le bénéfice, c'est comprendre comment justement le résultat de ma recherche va pouvoir m'aider à atteindre l'objectif que j'ai défini au départ, va pouvoir m'aider à faire avancer un plus grand projet. Le résultat, c'est la réponse aux questions de recherche que je vais pouvoir définir en second lieu. Donc justement, mes questions de recherche, une fois que l'objectif de ma recherche est bien clair, que je sais ce que je veux en tirer, que je peux décliner ça sous forme de questions plus précises, qui vont déterminer en fait les réponses que j'attends des résultats de ma recherche utilisateur. Donc j'insiste sur le fait que ce sont des questions précises qui doivent vraiment laisser le moins de place possible à l'ambiguïté ou à l'interprétation, parce que finalement, la qualité des réponses que je vais obtenir de ma recherche va dépendre de la qualité et de la précision aussi de mes questions. Donc, si je reprends l'exemple de mon application d'apprentissage de langue étrangère, j'avais identifié que je voulais connaître le niveau d'attention, la capacité de mes utilisateurs à différentes étapes de leur journée. Donc, je pourrais avoir, par exemple, ces deux questions-là. La première, quelles sont les étapes ou les événements récurrents dans la journée de mes utilisateurs? Donc, vraiment avoir une bonne idée de son parcours quotidien, depuis le moment où il se lève le matin jusqu'au moment où il se couche le soir, ses déplacements, les moments où pour savoir un peu à quel moment il pourrait avoir le plus ou moins d'attention apportée à des exercices d'apprentissage. Et puis ma deuxième question qui va compléter ça, c'est savoir à ces différentes étapes, quel est le niveau de capacité justement et d'attention qui est disponible de la part de cet utilisateur. Donc on peut parler d'attention au niveau cognitif, visuel. Est-ce qu'il peut regarder par exemple l'écran de l'application à ce moment-là? Est-ce que une attention ou une capacité motrice qu'il peut utiliser ses deux mains? Est-ce qu'il est dans le métro? Est-ce qu'il est qu'il est chargé? Est-ce qu'il peut ou non utiliser ses mains pour interagir avec l'application? Ça peut être l'attention auditive aussi. Est-ce qu'il est en train d'écouter de la musique? Ou est-ce qu'il y a du bruit autour? Est-ce qu'il est capable justement d'utiliser le son dans son processus d'apprentissage? Capacité vocale, est-ce qu'il est capable de parler? Ou encore, est-ce qu'il peut par exemple interagir avec un tiers, puisque c'est une méthode qui est quand même considérée efficace dans l'apprentissage d'une langue, la capacité d'interagir avec une autre personne. Donc ça peut être autant de choses qui peuvent être explorées pour s'assurer d'avoir des exercices complets d'apprentissage qui vont s'inscrire dans les différents, dans les différents contextes d'utilisation possibles. Donc ça, c'était des exemples de questions. Une fois que ces questions de recherche sont définies, je sais quel résultat je vais obtenir et il va me rester à déterminer qui va me donner mes réponses et comment je vais les obtenir. Donc c'est là qu'on va commencer à s'intéresser au profil de participants, aux méthodes et au recrutement des participants, les méthodes qu'on avait mises justement un peu de côté jusqu'à maintenant pour définir les premières étapes. Donc le choix des participants, une fois que j'ai formulé mes questions de recherche, c'est vraiment le moment où je vais me demander qui parmi mes utilisateurs sont les mieux placés pour y répondre et comment je vais les trouver. Donc, de manière générale, un participant qu'on va considérer comme idéal pour une recherche utilisateur combine déjà à la base plusieurs critères. Il faudrait idéalement quelqu'un qui accepte de se livrer, de livrer des informations sur son expérience. Donc, bien sûr, la conduite de manière générale d'un test ou d'une entrevue doit être faite de façon à mettre l'interlocuteur à l'aise. Donc ça, c'est certain qu'il y a des choses qui, de notre côté, en tant que chercheur, en tant que modérateur, vont pouvoir être mises en place pour ça, pour le mettre à l'aise. On lui pose quelques questions un peu légères, on met une bonne ambiance, on donne un peu d'informations sur le contexte, on lui rappelle que c'est pas lui qui est évalué, mais le produit sur lequel on travaille, on pose des questions ouvertes, etc. Mais on va quand même, si possible, privilégier le recrutement d'utilisateurs, de personnes qui sont à l'aise à l'idée de partager leur expérience. Donc, par exemple, une technique que j'utilise dans certains projets, c'est quand je définis les questions qui sont des questions de sélection en fait de mes participants. Je vais en rajouter une qui est une question qui est complètement ouverte, qui a quand même un peu rapport avec le sujet de l'étude pour pas donner l'impression qu'elle sort de nulle part. Mais c'est une question ouverte qui
qui permet de juger en fonction de la réponse, spontanément, quel est le niveau de détail que la personne va donner. Et donc, c'est pas forcément le premier critère qu'on va considérer dans la sélection. C'est certain que c'est plus important d'avoir des utilisateurs qui sont représentatifs du profil que je cible, par exemple. Mais en dernier lieu, si je me retrouve avec plus de participants valides, entre guillemets, que ce que j'avais prévu, ça peut être un dernier critère qui va me permettre de faire un tri. D'autre part, un participant idéal, c'est quelqu'un qui va être à la fois concerné par le produit, c'est-à-dire que c'est un utilisateur actuel ou un utilisateur potentiel, mais c'est pas quelqu'un qui est engagé dans le projet. Dans le sens où il n'est pas directement lié ou influencé, où il n'a pas un intérêt spécifique dans le projet de recherche. Donc, dans ce cas-là, on évite au maximum d'impliquer les collègues ou les parties prenantes. On a souvent ce réflexe-là de vouloir prendre les personnes qui sont à portée de main, surtout quand on est contraint par le temps. Et enfin, le participant idéal, c'est quelqu'un qui est représentatif d'un groupe cible. Donc, je parlais tout à l'heure de profil. Je peux avoir plusieurs profils d'utilisateurs qui utilisent mon produit, qui ont chacun des comportements, des besoins, des contextes d'utilisation qui sont différents. Et il faut non seulement que l'utilisateur que j'interroge ou qui va me donner les réponses dans ma recherche fasse partie de ces utilisateurs de mon produit ou utilisateurs potentiels, mais également qu'il fasse partie du groupe concerné ou des groupes concernés par l'objectif de ma recherche. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure d'avoir une recherche très axée sur une fonctionnalité spécifique qu'on voudrait améliorer. À ce moment-là, c'est certain que dans mes participants, je vais cibler des gens qui sont directement concernés par cette fonctionnalité. C'est peut-être pas le cas de tous les utilisateurs de mon produit. Donc ça, c'est vraiment quelques critères génériques, on va dire, en matière de sélection de participants à un projet de recherche. La deuxième chose que je vais devoir déterminer, c'est aussi le nombre de participants que je souhaite avoir. Et ça dépend généralement de deux choses au moins. D'une part, du type de données que je recherche. Donc, si je veux obtenir des données qui sont plutôt quantitatives, je vais avoir besoin de recruter beaucoup plus de participants que si je mène une étude qualitative. Parce que dans une méthode quantitative, ce que je cherche à obtenir, ce sont des informations qui sont fiables sur des actions, sur des comportements, des informations que je vais pouvoir interpréter comme étant des comportements typiques du profil d'utilisateur interrogé. Donc, je vais avoir besoin de beaucoup plus de monde pour que ce soit représentatif. À l'inverse, la donnée qualitative va m'informer davantage sur les raisons de ces comportements, les raisons de ces actions. Donc, j'ai besoin de moins de participants, mais j'ai besoin aussi de passer plus de temps avec eux, d'approfondir le sujet avec eux. Et finalement, les réponses ne sont pas adaptées à une évaluation, à un traitement statistique, mais sont plus là pour justifier, se mettre à leur place et puis donner un peu plus de contexte aux données comportementales qu'on a identifiées. Donc ça, c'est la première chose, qualitatif ou quantitatif, ça va quand même déterminer le nombre de personnes que j'ai besoin de recruter pour mon activité de recherche. Et la deuxième chose, c'est, donc je parlais tout à l'heure des différents profils d'utilisateurs, des groupes cibles qui sont concernés par ma recherche. Et finalement, c'est simplement que plus la quantité de profils est concernée par ma recherche, plus je vise large dans mes questions de recherche et plus je vais devoir recruter d'utilisateurs pour être représentatif de l'ensemble des groupes qui sont visés par mon objectif. Et enfin, une fois que j'ai défini qui je voulais recruter, combien de personnes j'avais besoin de recruter, je vais devoir trouver mes participants magiques qui vont donner les réponses à toutes mes questions. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire en fonction des besoins et des ressources du projet. Vous pouvez par exemple faire appel à votre base d'utilisateurs existants, donc qui va comporter probablement des utilisateurs actifs ou inactifs. Donc ça, c'est une nuance qui peut être intéressante aussi à exploiter en termes de profil. Je peux utiliser des outils de recrutement en ligne, donc j'ai un exemple que j'utilise parfois qui s'appelle Ethnio, qui permet de faire apparaître une pop-up sur un site qu'on a choisi sur lequel mes utilisateurs ont tendance à visiter, donc qui invite en fait les gens à participer à une étude. On peut aussi rajouter à partir du même outil des questions de sélection qui vont nous permettre d'avoir une idée du profil des candidats pour les sélectionner, pour avoir les plus pertinents. Et puis, il y a même une fonctionnalité pour planifier les rendez-vous.
Je peux faire aussi appel à des entreprises spécialisées dans le recrutement justement de participants à des études. Ça, c'est une autre option. Ou alors, je pourrais même aller sur le terrain, recruter du monde dans un environnement où mes utilisateurs sont susceptibles de se regrouper, qui sont susceptibles de fréquenter pour justement leur proposer de participer à diverses études de recherche. Donc une fois que j'ai une idée de mes participants, et puis ça va se faire de toute façon un peu en parallèle, le profil des participants, le choix de la méthode. Après, ça va me permettre de savoir, je sais qui va répondre à mes questions de recherche, ben là, je vais définir comment on va pouvoir aller chercher la meilleure information pour répondre à mes questions de recherche. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir leur transmettre les questions de recherche et leur demander des réponses, mais non seulement c'est pas très subtil et puis c'est pas comme ça qu'on obtient les meilleures réponses. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est enfin le moment de penser à la méthodologie, de penser à nos entrevues, nos sondages, toutes les idées qu'on avait au départ. Donc c'est vraiment le moment de lâcher des idées. Mais encore une fois, on ne veut pas aller trop vite, donc il y a toujours deux choses à garder en tête quand on sélectionne sa méthode de recherche. D'une part, les méthodes choisies doivent rester réalistes par rapport au contexte qui a été défini, par rapport au temps que vous pourrez consacrer, aux compétences que vous avez entre les mains pour ça, aux ressources, aux outils. Je prends un exemple un petit peu extrême, mais c'est certain qu'on peut vite se dire que si l'objectif c'est d'avoir un maximum d'informations pour se mettre à la place des utilisateurs dans leur contexte d'utilisation, pour savoir comment ils se sentent, comment ils interagissent avec un produit, on pourrait très vite sauter vers l'idée de faire une étude ethnographique qui est une formidable méthode de recherche parce qu'elle permet vraiment de se mettre complètement à la place des utilisateurs. Mais c'est aussi une méthode qui prend au mieux plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui nécessite aussi d'impliquer plusieurs ressources, des gens pour prendre des notes, peut-être plusieurs personnes pour avoir plusieurs points de vue aussi à confronter à la fin. Donc c'est quand même quelque chose qui est très demandant en temps et en ressources, puis il convient vraiment de se demander si c'est quelque chose que je peux faire dans le contexte de mon projet. Et puis d'autre part, les méthodes que je vais choisir, parce que généralement je vais en avoir plusieurs, parce qu'elles doivent assurer des réponses complètes. Donc pour ça, l'idéal, c'est de mixer autour d'une même question de recherche, au moins une méthode qualitative, comme des entrevues, comme des tests modérés, et puis une méthode quantitative, comme des sondages, des tests non modérés, par exemple. Parce que comme je disais tout à l'heure, on va avoir le quantitatif qui renseigne sur des éléments de comportement, donc qui permet d'avoir une idée de ce qui se passe, et puis l'information qualitative qui va venir compléter ça en donnant plus d'informations sur les raisons. Ça va être beaucoup plus facile de prendre action avec une information beaucoup plus complète. Donc au final, les méthodes sont vraiment une des choses qui sont sélectionnées en dernier dans le plan de recherche parce qu'elles découlent directement du contexte de votre étude, des questions de recherche et questions de recherche qui elles-mêmes découlaient des objectifs, des bénéfices attendus dont on a parlé au début de la présentation. Et finalement, on arrive un peu à la dernière étape de notre planification, qui est la validation et la prévision du déroulement. Donc là, c'est bon, on a quand même une bonne idée de comment ça va se passer. Et la dernière étape avant de se lancer, c'est vraiment, comme je disais un peu au début de la présentation, d'anticiper au maximum comment doivent se dérouler les différentes activités du processus de recherche et d'analyse aussi, de valider l'ensemble du plan avec les parties prenantes pour s'assurer de confirmer qu'il correspond bien aux attentes, que tout le monde comprend bien la démarche, puisque tout le monde est bien d'accord avec la mise en place de ce plan. Donc les derniers points à régler avant de se lancer, ça serait par exemple préparer la réalisation des activités de recherche, donc préparer mes questions, si je prévois de faire un sondage, un guide d'entrevue, si je prévois de faire des entrevues, si je prévois de faire des tests, il faut scénariser ces tests. Si je prévois de faire des tests, par exemple des tricards, des tests d'arborescence à partir d'un outil en ligne non modéré, ben, il faut que j'intègre
l'ensemble du guide de test dans cet outil-là. C'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir, il faut que je teste, vérifier que ça marche bien. Il faut que je prévoie si je veux enregistrer mes entrevues, si je veux enregistrer des tests. Il faut que je prévoie aussi le mode de modération, qui va modérer. Donc ça, c'est plutôt la première chose, c'est vraiment prévoir un maximum de choses sur toutes les étapes et tous les besoins, tout ce dont j'ai besoin pour mettre en place mes méthodes de recherche. La deuxième chose, c'est bien sûr de préparer le recrutement des utilisateurs ou au moins la diffusion des appels à participer. Donc on prévoit le nombre de participants qu'on veut atteindre. Le mieux, c'est de se fixer quand même des objectifs de participants pour se dire à quel moment on arrête le recrutement. On prévoit les questions de sélection pour identifier les profils les plus pertinents. On prévoit les annonces, les courriels, toutes les relances qui doivent être envoyées aussi pour appeler des candidats potentiels à participer à l'étude. On prévoit également la remise d'incitatifs éventuels si on se rend compte que ça peut être difficile d'engager des personnes à participer au projet de recherche. Mais il faut avoir décidé en amont d'un incitatif qu'on voulait leur proposer pour booster un peu le recrutement. Donc il faut prévoir aussi comment cet incitatif va être remis. On prévoit qui est responsable de quoi, quelles ressources sont impliquées et à quel moment. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, on a notre plan, on connaît la raison d'être du projet, on sait comment ça va s'articuler, on sait toutes les ressources qu'il faut prévoir, ben là, on va pouvoir valider l'ensemble du plan avec les parties prenantes. Excusez-moi. Donc, non, en fait, pour conclure, avant de passer aux questions, pour conclure sur le sujet, je dirais que même si, malheureusement, on n'a pas de processus, de méthode de recherche universelle qui garantit la réussite, les réponses à tout, de tout savoir, je pense quand même que prévoir en amont ces 5 éléments dont j'ai parlé aujourd'hui, ça permet à la fois de rester flexible d'un projet à l'autre. Il n'y a aucun projet de recherche qui ressemble à l'autre. Il faut vraiment beaucoup s'adapter à l'objectif, comme je disais au début. Ça permet donc de garder toute cette flexibilité tout en structurant quand même un minimum la méthodologie. Ça sert de guide pour la construction de la méthodologie, pour s'assurer qu'elle soit articulée autour d'une logique et d'un objectif qui est clair, en gardant toujours en tête que la recherche n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen de faire avancer un autre projet de manière générale. Et puis, ça permet aussi finalement de s'assurer que tous les participants au projet sont bien impliqués, comprennent bien la démarche, sont d'accord avec pour s'assurer de mener le projet dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à aborder pendant ce webinaire. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour des questions, donc pour pouvoir répondre à vos questions. Bon, bah, apparemment, on n'a pas vraiment de questions, donc très bien. Finalement, pourquoi pas, peut-être que j'espère que c'est parce que ça a été suffisamment clair. Donc j'espère vraiment que finalement ce webinaire vous aura aidé, aura répondu peut-être à des questions que vous aviez anticipées en vous inscrivant. Et puis je pense qu'on va finalement pouvoir clore ce webinaire si on n'a pas plus de questions auxquelles répondre. Donc merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.